T'as déjà voulu être l'obsession de quelqu'un, même en sachant pertinemment que c'est tordu? Hurlevent vient de sortir, ou Wuthering Heights pour les puristes. Et c'est le meilleur prétexte qu'on ait pu trouver pour comprendre pourquoi. Le sexy Jacob Elordi, la merveilleuse Margot Robbie, et une bande-annonce pour nous faire rêver jusqu'à nos rêves les plus fous. Mais sur les réseaux sociaux, on a l'impression que personne n'est vraiment d'accord. Il y en a qui disent que c'est la plus belle histoire d'amour de tous les temps, et il y en a d'autres qui crient à la romantisation de la violence. Et moi, thérapeute, féministe convaincue, qui passe ses journées à déconstruire des schémas de relations toxiques avec mes clients et mes clientes, je bug un peu. Parce que, soyons honnêtes 2 secondes, on a beau savoir que c'est un peu toxique, on rêve toutes d'un amour aussi intense, aussi puissant que celui qui lie Catherine et Heathcliff. Parce que la vérité, c'est que au fond de toi, il y a une petite partie de toi qui se dit probablement que si t'es pas une obsession pour ton partenaire, c'est que c'est pas vraiment de l'amour. Mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas pour te blâmer ou te faire culpabiliser. C'est parce que ce fantasme excitant mais dangereux, il n'a pas poussé tout seul dans ta tête. Des psychologues ont d'ailleurs prouvé que ce désir-là, il ne vient pas de nous, mais de ce qu'on nous montre. Et c'est d'ailleurs une des choses qui limite le plus les femmes dans ce qu'elles pourraient vraiment accomplir. Alors aujourd'hui, on reparcourt ensemble les films d'amour avec lesquels on a évolué, de Twilight à Hurlevent, et j'en passe. On va voir pourquoi ces histoires d'amour créent chez nous un sentiment un peu doux amer, et surtout comment elles construisent des schémas mentaux qui nous enferment. Une petite précision que j'aimerais faire avant de commencer vraiment tout ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que tous les exemples qu'on va prendre sont issus d'histoires d'amour hétérosexuelles parce que la pop culture actuelle l'est encore massivement. Mais les mécanismes dont on va parler, eux, ils sont applicables à toute orientation sexuelle. Donc que tu aimes les hommes, les femmes, tout ce qu'il y a entre les deux, tu vas pouvoir te sentir concerné. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours adoré les histoires d'amour au cinéma. La passion, les frissons, la sensualité, les grandes émotions. Et pourtant, devant la plupart d'entre eux, je suis assez mitigée. Parce qu'il y a une partie de moi qui ressent une espèce de désir et de fantasme à l'idée d'une histoire d'amour aussi passionnée, aussi fusionnelle. Et en même temps, une sorte de dégoût parce que c'est toujours too much. Et encore, je t'ai pas ressorti les Love Actually et compagnie des années 90. Je te jure que t'es pas prête pour ça. Parce que dans les histoires d'amour comme Hurlevent, justement, on nous montre un amour passionnel, déchirant. Un amour aussi beau que douloureux. Mais justement, cet amour-là, il détruit tout ce qu'il touche. Catherine, elle épouse un homme qu'elle n'aime même pas. Heathcliff, il disparaît pendant des années pour revenir uniquement pour se venger. Ils se font souffrir mutuellement, littéralement jusqu'à en crever. Moi, on m'a vendu une histoire d'amour et je me retrouve avec une torture de couple. Et pourtant, ça m'a captivée. Alors, pourquoi? Première raison, selon moi, Heathcliff est beau. Si, je te jure. Retire Jacob Elordi et remplace-le par un mec que tu ne trouves ni beau, ni riche, ni mystérieux. Et là, tout d'un coup, tu verras que ces merveilleuses qualités que sont le contrôle, la possession, la violence, ça ressemble tout de suite beaucoup plus à un cauchemar. Et ça, c'est parce que la beauté physique, elle agit un peu comme un filtre. Elle floute tout ce qui devrait nous alerter. Et elle rend acceptable des comportements que tu fuirais si jamais c'était pas le cas. Et je suis sûre que si tu regardes un petit peu profondément dans tes histoires d'amour passées, tu en trouveras des situations où t'as toléré des comportements juste parce qu'ils venaient d'une personne qui te plaisait. Et la deuxième raison, c'est que notre cerveau aime foncièrement les situations un peu inconfortables. Tu sais, moi j'ai un peu ce truc-là avec le café par exemple. Je sais pas si ça va te parler, mais j'en ai bu 1, 2, voire 3. Je sais que si j'en bois un autre, je vais pas être bien. Mais parfois j'ai un peu envie d'y aller quand même. Je sais que ça va pas me faire du bien, mais en même temps j'en ai un peu envie. Bon, je suis sûre que ça te parlera, peut-être pas pour le café, mais peut-être pour d'autres exemples. Ça t'arrive pas parce que t'es chelou, mais parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui aime vraiment ça. Et il y a même un nom pour ça, ça s'appelle le benign masochisme. J'arrive pas à le dire. Le masochisme bénin, en gros. Ça a été mis en avant par le psychologue Paul Rozin, et ça explique pourquoi est-ce qu'on aime les sensations un peu inconfortables, tant qu'elles sont dans un espace contrôlé et relativement safe. Donc les montagnes russes, les films d'horreur, le piment et les histoires d'amour un peu douloureuses. Tout ça, c'est des trucs qu'on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi on les aime, s'ils nous font un peu de mal. Mais en réalité, c'est profondément ancré dans ton cerveau. D'où cette petite palpitation quand on suit Catherine et Heathcliff jouer au chat et à la souris pendant 2 heures sur un grand écran, avec en prime Charlie XCX pour nous faire péter le tympan. Mais dans Hurlevent, il y a une autre histoire d'amour qui montre un aspect beaucoup moins glamour de ce qu'on peut vivre dans nos relations. C'est la relation entre Heathcliff et Isabella. Il y a une scène dans Hurlevent où Heathcliff justement rentre dans la chambre d'Isabella. Elle, clairement, elle le veut. Elle est dans les starting blocks. Et Heathcliff, face à ça, contrairement à tous les bad boys mystérieux qu'on adore d'habitude au cinéma, il lui déballe tout direct. Il n'a aucun sentiment pour elle, il l'utilise pour rendre jalouse Catherine, et elle sera son jouet. Et aussi atroce que soit ce petit programme qu'il lui propose, au moins on le remercie de lui présenter la vérité et de lui faire valider. You want me to stop? Et face à ça, Isabella, elle choisit de rester quand même. Donc avant
tu t'apprêtes à dire bah elle est bête, attends 2 secondes. Parce que ce que Isabella fait dans cette scène, on a toutes appris à le faire. Et que celle qui ne s'est pas retrouvée dans les bras d'un plan cul douteux lui jette la première pierre. En fait, à ce moment-là, Isabella, elle voit pas l'homme qu'il est vraiment. Elle voit l'homme qu'il pourrait devenir si elle reste avec lui assez longtemps. Elle se dit que son amour pour lui peut le changer et qu'elle va réussir là où les autres femmes ont échoué. En gros, elle joue à la thérapeute bénévole. Et moi, thérapeute de métier, je peux te dire que c'est le meilleur moyen pour te rendre malheureuse. Parce que tu peux pas changer quelqu'un qui n'a pas décidé de changer. Tout ce que tu peux faire, c'est t'épuiser à force d'essayer et d'essayer encore. Mais le problème, Madou, c'est que cette croyance-là, on l'a même pas choisie. On nous l'a programmée, en quelque sorte, alors qu'on avait seulement 4 ans. Il y a un truc qui nous permet beaucoup de nous construire en tant qu'individu, nous construire dans nos relations, c'est les œuvres artistiques et notamment le cinéma. Depuis notre plus tendre enfance, on est bercé par des films comme les films Disney par exemple, avec les princesses Disney. Et ça représente 2 problèmes à mes yeux. Le premier, c'est que dans ces films qu'on voit depuis qu'on est toute petite, on nous bassine avec des histoires d'amour qui sont terribles, dans lesquelles, en tant que femme, on doit forcément souffrir pour que la relation elle existe. Je pense par exemple à la petite sirène qui doit perdre sa voix, perdre sa queue de poisson pour plaire à un homme qui en plus ne la choisira même pas, ou la Belle et la Bête qui va être séquestrée par un homme, va devoir attendre, patienter jusqu'à temps que sa patience soit couronnée de succès et que ça devienne un prince. Donc on doit souffrir pour que ça fonctionne dans les relations amoureuses. Et le deuxième problème, c'est que la place de la femme dans tout ça, elle est catastrophique. En fait, même Mulan, qui est souvent repris comme un Disney relativement féministe, on se rend bien compte que le problème, c'est pas seulement les robes de princesse et le fait qu'on les enferme pour faire la vaisselle. Le problème, c'est que parce que ce sont des femmes, elles sont toujours reléguées au second plan, ou qu'en tout cas, elles doivent être dominées par l'homme. Et puis ensuite, Twilight est arrivé. Edward rentre par effraction dans notre cœur et dans la chambre de Bella pour la regarder en train de dormir. Il fait tout pour l'empêcher de voir Jacob, et dans New Moon, quand il la quitte, Bella s'effondre littéralement. Pendant des mois, elle refuse de manger, de sortir, de voir ses amis. Et ça nous est présenté comme la preuve ultime de leur amour. Donc à ce moment-là, à l'adolescence, le message, il est passé 5 sur 5. Souffrir à ce point, c'est aimer à ce point. Et puis plus tard, dans The Notebook, ou N'oublie jamais, selon que tu l'as regardé en français ou en anglais, on voit cette scène où Ali et Noah sont dans la grande roue et où Noah se suspend dans le vide en disant à Ali que si elle n'accepte pas de sortir avec lui, il va sauter. Alors attention, moi aussi ce film m'a fait verser des torrents de larmes à l'époque, mais si on regarde de plus près, un mec qui se suspend dans le vide et qui te fait du chantage pour que tu acceptes de sortir avec lui, c'est pas romantique, hein, c'est flippant. Et puis il y a 50 nuances de Grey. Bon là je sais même pas si ça vaut le coup que je m'étende sur le sujet. Je vais juste te dire qu'il y a une étude qui a été publiée et qui montre que la relation entre Christian et Anna répond aux critères cliniques de la violence intime. Et que la communauté BDSM a elle-même dénoncé le film. Parce que le vrai BDSM repose sur quelque chose qui est complètement inexistant dans ce film, le consentement éclairé et enthousiaste. Donc voilà le topo. À 4 ans, on t'apprend à attendre et à endurer. À l'adolescence, on t'apprend que se détruire, c'est montrer qu'on s'aime vraiment. Un peu plus tard, que le chantage, c'est de la détermination. Et à l'âge adulte, que la domination sans consentement, c'est ça le vrai désir. Mais si c'est le cas, c'est seulement parce que tu comprends pas encore comment est-ce que ça ruine tes relations. Je prends juste 3 secondes pour te dire que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as toutes les informations en description. Bon, maintenant je vais dire quelque chose qui va te faire peut-être un peu bizarre, mais le premier signe que ce conditionnement tourne en arrière-plan dans ta vie, c'est pas forcément quand tu souffres, c'est plutôt quand tu t'ennuies. Tu rencontres quelqu'un, les premiers temps sont passionnés, électriques, un peu anxiogènes. Tu penses à cette personne tout le temps, tu sais pas vraiment où est-ce que t'en es avec elle, et t'appelles ça d'ailleurs de la passion. Et puis petit à petit, les choses elles se stabilisent. Cette personne elle est là, elle te répond, elle est fiable, elle s'engage. Et là quelque chose en toi commence à se dire je crois que j'ai plus l'étincelle. Et ce truc d'avoir peur quand on a perdu l'étincelle du début, c'est un truc que j'ai entendu mes copines me dire plein de fois, que j'ai même moi-même ressenti plein de fois. Et dans la majorité des cas, pas toutes, mais la majorité des cas, ce qu'on ressent en fait, c'est pas l'absence d'amour, c'est juste l'absence d'anxiété. Et on a tellement associé l'intensité à l'amour que quand cette intensité, elle redescend un petit peu, parce que c'est son boulot de retomber neurologiquement après quelques mois, et bien on a l'impression que c'est terminé et qu'il n'y a plus d'amour. Alors que ça peut être exactement le signal contraire et t'indiquer que la relation se stabilise et que tu commences à te sentir en sécurité avec la personne. Et la sécurité, on nous a jamais appris que c'était un ingrédient indispensable à l'amour. On nous a seulement montré que c'était ce qui arrivait juste avant l'ennui. Il y a même un mécanisme que les psys appellent le renforcement intermittent. Quand les vrais bons moments sont rares et qui sont entremêlés de moments de tension et de dispute, notre cerveau produit un pic de dopamine plus élevé à chaque réconciliation. Et c'est exactement comme une machine à sous. Tu sais jamais quand tu vas gagner, donc tu continues encore et encore et encore. C'est pour ça que les bons moments sont tellement bons dans une relation toxique. Quand tu regardes après coup, c'est pas forcément que c'était des moments qui étaient exceptionnels, c'est juste qu'ils étaient tellement entremêlés de moments de dispute, de moments de tension, de moments de souffrance,
que ton cerveau t'envoyait une décharge de dopamine hyper importante. Mais les moments en eux-mêmes, ils étaient pas fous. En fait, à chaque étape, la même croyance s'est ancrée un peu plus profondément à chaque fois. La souffrance, c'est la preuve que c'est réel. Alors maintenant, essayons de voir comment est-ce qu'on peut rendre ça réel sans souffrir. Donc on récapitule. On a été conditionné, notre cerveau adore l'intensité et on confond la sécurité avec l'ennui. Maintenant, on fait quoi? Bon, je vais pas te dire, maintenant tu le sais, allez, bonne chance. Parce que connaître un mécanisme et le défaire émotionnellement, c'est deux choses différentes. Sinon, tu serais guéri d'absolument tout après avoir seulement lu un article. Mais il y a quand même quelques petits trucs concrets que tu peux essayer de mettre en place. La première, c'est de commencer à faire la différence entre deux sensations qui, dans le corps, peuvent parfois un peu se ressembler. L'envie d'être avec quelqu'un et l'anxiété de ne pas savoir où est-ce que t'en es dans la relation avec elle. Les deux sensations font battre le cœur très vite, donnent cette sensation de papillon dans le ventre et donnent très envie de regarder son téléphone. Mais pose-toi cette question. Quand tu penses à cette personne, est-ce que t'as chaud ou est-ce que t'as peur? Est-ce que tu souris toute seule en imaginant la prochaine fois que tu vas voir cette personne? Ou est-ce que tu passes ton temps à relire son dernier message pour essayer de déchiffrer ce qu'il a vraiment voulu dire? Parce que s'inquiéter continuellement de ce qu'il faudrait faire pour plaire à quelqu'un, ça relève plus de l'anxiété que de la passion amoureuse. Et tu mérites beaucoup mieux que ça. La deuxième, c'est une question que je trouve super utile, c'est de se demander est-ce que je suis amoureuse de cette personne ou est-ce que je suis amoureuse de l'idée que je me fais de cette personne? Parce qu'on peut passer des mois à aimer quelqu'un qui existe surtout dans notre tête. On prend les fragments de ce qu'on voit et on comble les blancs avec ce qu'on a envie de croire. Et c'est exactement ce que fait Isabella avec Heathcliff d'ailleurs. Et la troisième, c'est de réhabiliter petit à petit la sécurité. Le calme qu'on peut ressentir avec quelqu'un de fiable, avec qui on se sent vraiment bien, ça ressemble pas à une scène de Twilight. Ça ressemble d'ailleurs à rien de ce qu'on nous a vraiment montré, parce que l'amour et la sécurité calme et apaisée, ça fait pas des films trépidants. Donc le cerveau l'interprète comme de l'ennui, alors que c'est juste quelqu'un qui te met pas dans un état de stress chronique. Et pour autant, sortir de cette boucle, ça veut pas dire renoncer à la passion. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que t'acceptes d'avoir une relation ennuyeuse pour être dans une relation saine avec quelqu'un. Mais ça veut dire accepter de se laisser le temps, de se laisser l'espace de découvrir une relation dans laquelle t'es plus dans l'apaisement, moins dans l'urgence. Cette personne contre qui t'as envie de t'endormir doucement le soir, pas celle qui te fait douter de chacun de tes mots. Tu as le droit de vouloir quelqu'un qui répond à tes messages, quelqu'un avec qui tu sais où tu en es, quelqu'un qui est là, qui est présent. Et vouloir ça, c'est pas se contenter de moins. C'est avoir compris quelque chose que les films d'amour ne nous ont jamais vraiment appris. Si tu te reconnais dans ce qu'on vient de décortiquer ensemble, sache que c'est le genre de sujet sur lequel on peut travailler ensemble, et le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Et si t'as une amie qui regarde Hurlevent en ce moment et qui trouve que c'est la chose la plus romantique qui soit, envoie-lui directement ma vidéo. Salut mes douces!